Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Baccalauréat 2020, l'examen se déroule depuis ce 20 juillet. La première journée de composition s'est passée sans incident majeur. Le point dans ce journal. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet, date retenue pour la journée mondiale de la malbouffe. La malbouffe est tout aliment riche en graisse, en sucre et en sel, mais attention à l'intoxication alimentaire. Et puis la gestion des ressources humaines n'est souvent pas chose aisée. La performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise. Le compte à rebours est lancé depuis ce 20 juillet pour l'examen national du baccalauréat session 2020. 95 404 candidats, dont 35 049 filles, affrontent depuis ce lundi les épreuves écrites de cet examen qui ouvre aux apprenants les portes des universités. La première journée a-t-elle été satisfaisante pour les candidats? Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans quelques centres pour trouver réponse à cette interrogation. Suivons plutôt. Lorsque retentit la sirène, les feuilles de composition sont mises au bord des tables par les candidats et les examinateurs en deviennent désormais les propriétaires. Vital vient de composer en résistance des matériaux RDM, deuxième matière de cette première journée de composition, une épreuve qui lui a donné du fil à retordre. Cette épreuve, j'ai pu faire la question numéro 1, mais arrivé aussi la question numéro 2, je n'ai pas pu déterminer l'écartement E. Apparemment, j'ai un peu fait de mon mieux. Tout comme lui, ils sont nombreux à garder pour le compte de cette première journée une impression mi-figue, mi-raisin. C'est le bac, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des trucs difficiles. Le bac est toujours le bac, mais on a pu faire ce on peut faire. C'est pas mal, l'épreuve a été abordable, donc j'ai fait ce qui est essentiel. Ce qui a été difficile pour moi, c'est la troisième question de la RDM. Mais au moins j'aurai la moyenne, ça. Je suis ici. Le temps qu'ils nous ont donné ne nous suffisait pas pour pouvoir terminer l'épreuve, d'après mon point de vue. Donc, lors de la correction, je pense que je leur recommande de savoir comment corriger les copies, parce qu'ils n'ont pas regardé, le confinement qu'on a eu pendant l'année scolaire. Du côté des superviseurs, rien d'alarmant pour ce premier jour, ici au collège Père-au-Pied, centre de composition pour les candidats de la série F4. On a 482 garçons inscrits, contre 54 filles. Le total, ça fait 536. Étaient présents 470 garçons contre 52 filles. Le total, ça fait 522. Absents 12 garçons et 2 filles, total 14. Il n'y a pas eu du tout d'abandon. Ici au CEG Rohira, on fait le point après la composition de cet après-midi. Des candidats manquent à l'appel. Ici au CEG Rohira, nous avons 1040 candidats inscrits. 26 ont été absents, ils n'ont pas répondu présent à l'appel. Et donc 1014 ont composé. Il n'y a que la série A2 dans ce centre. En matinée, les candidats affrontaient l'épreuve de français et celle de mathématiques puis de sciences de la vie et de la terre SVT dans l'après-midi. Quand il faut donner ses impressions sur cette première journée, pas de grandes difficultés pour les candidats. C'était pas difficile, mais il fallait juste être attentionné pour pouvoir repérer certains pièges et tout, sinon les épreuves étaient abordables. Au niveau de la SCT, la partie 2, c'était un peu, pas trop, mais un peu compliqué. Et au niveau du document, de plus précisément, les schémas n'étaient vraiment pas clairs. Mais la mathématique, c'était bon, c'était super. Moi, je m'attendais à ce que les épreuves soient un peu difficiles, mais j'ai trouvé que c'était le contraire. En tout cas, on prie Dieu que les autres épreuves aussi soient abordables. En espérant trouver réponse favorable à cette prière, les candidats continuent les compositions. Pour la phase écrite de cet examen qui leur ouvre la porte de l'université, il reste encore 1 à 2 journées, en fonction de la série choisie.
Le 21 juillet, la journée mondiale de la malbouffe désigne généralement une nourriture jugée néfaste sur le plan diététique et elle est souvent source d'intoxication alimentaire ou d'indigestion. Que faire donc pour le bien manger, le bien boire, en somme pour une bonne diététique alimentaire? Suivons ce reportage de Clotaire Awekou, Louis Koudogbo et Edmond Rungbo. Par faute d'information, par ignorance ou par négligence, ou par envie de faire la vie, de s'éclater, ou par plus snobisme, nous mangeons mal ou nous buvons mal. Les gens aiment le riz avec haricots toyoué, avec amio et télibo, nenoui, assoakui. Notre alimentation, franchement, contribue à beaucoup de maux dont souffrent les gens aujourd'hui. Les spécialistes nutritionnistes nous renseignent davantage sur le bien manger, bien boire. Nous mettons comme une maison. Il y a une maison où il y a la toiture, il y a le mur et il y a la fondation. La fondation, c'est les carbohydrates, les glucides, le riz, la pâte, l'igname, tout ça là. C'est ça qui est la fondation. Maintenant, le mur qui est la construction, c'est la viande, les œufs, du haricot, du sésame, du soja, du lait. Hein, c'est ça la construction, parce que quand l'organisme, il y a toujours des organes avec le temps, les tissus adipeux qui sont fatigués, l'organisme prend tout ça là pour réparer. Et maintenant, les aliments protecteurs, c'est là les légumes et les fruits. La bonne diététique alimentaire passe bien par la bonne mastication, c'est-à-dire bien mâcher les aliments dans la bouche, enfin un bol alimentaire bien digeste à l'estomac. Que les gens doivent bien mâcher les aliments. Parce que quand vous ne mâchez pas bien, vous donnez du boulot à l'organisme. Et vous pensez que tout va bien jusqu'au jour où l'organisme maintenant réclame. Parce que quand les désordres commencent, hein, vous allez voir les anomalies. Après les anomalies, c'est les signes cliniques. Les signes cliniques, c'est l'hôpital et c'est la mort. Avec l'invasion des organismes génétiquement modifiés OGM aux grandes dames des produits ou aliments bio, lesquels inondent nos assiettes et nos verres, le bien manger et bien boire relève d'une quadrature du cercle. Nous dirons aux agriculteurs de faire attention avec les OGM, pas beaucoup d'engrais. On n'a qu'à privilégier l'engrais à base de, d'instruments, de matières fécales, des trucs naturels. On en a besoin, c'est vraiment important. Ok? Éviter tout ce qui est chimique, je dirais, privilégions les engrais, je dirais, traditionnels. Et voilà, pour sauvegarder la nature et permettre aux Africains de vivre longtemps comme nos aïeux le faisaient. Plusieurs paramètres comptent dans une diététique alimentaire équilibrée. Sobriété, tempérance, en restent les maîtres mots, assortis d'une activité sportive régulière. Et cela, nutritionnistes, diététiciens et autres médecins généralistes s'accordent sur ce mode d'emploi. La question de la gestion des ressources humaines demeure une équation difficile à résoudre pour les chefs d'entreprise. C'est une tâche qui a fait appel à la disposition de certaines qualités par le patron d'entreprise. Selon les spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépend des qualités de leur coach. Comment gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge, bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste, aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs.
Est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui? Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir « j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut ». Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire « je dis ça parce que je suis l'employeur ». Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. Hors du Bénin, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les personnes vulnérables de Ziguinchor au Sénégal ont reçu l'appui de la Direction de l'Action sociale et de Direct Aid Society, 35 millions de francs CFA en kits alimentaires et packs d'hygiène. Dans ce programme, 5 régions du Sénégal sont appuyées. Il s'agit de Thiès, Diourbel, Kolida, Sédiou et Ziguinchor pour un montant de 132 millions de francs CFA. Le reportage est signé Kaltom Gueye. Cette aide est destinée aux personnes vulnérables qui n'ont pas pu bénéficier de l'appui du gouvernement avec les kits alimentaires. L'initiative est de Direct Aid Society en collaboration avec la Direction de l'Action sociale. À Ziguinchor, 500 familles vont recevoir leur kit. Il s'agit à peu près de 132 millions francs CFA au niveau national, dont 35 millions destinés à Ziguinchor, à la région de Ziguinchor. Essentiellement, ce sont des dispositifs de barrière, c'est-à-dire les masques, l'alcool-gel, les produits d'hygiène, et aussi des kits alimentaires, ce sont des sacs de riz et des bidons d'huile. Donc, on remercie vraiment la franche collaboration de l'État du Sénégal. Pour la direction de l'action sociale, les cibles sont bien définies. Ce sont les personnes handicapées, ce sont les veuves, ce sont les personnes âgées, ce sont également l'enfance déshéritée, c'est-à-dire les enfants qui sont dans les rues, mais également les enfants qui sont au niveau des daras. Et toute personne que l'autorité administrative qualifie d'indigente. En général, ce sont des personnes qui ont moins d'$1 par jour, qui sont vraiment pauvres. Donc, c'est l'ensemble de ces personnes qui constituent les cibles de l'action sociale. Donc, à chaque fois qu'un partenaire vient nous voir, nous les orientons vers ces cibles. Dans le cadre de la réponse contre la COVID-19, l'État du Sénégal a déployé d'énormes moyens pour soutenir les populations. C'est dans la continuité que s'inscrit cette action. Avec l'ONG Direct Aid, va nous permettre de renforcer cet accompagnement, mais aussi de pouvoir appuyer, assister différentes familles vulnérables qui n'avaient pas pu bénéficier de la première tranche de distribution. C'est une occasion aussi que vous m'offrez pour essayer d'attirer l'attention de ces différents acteurs, mais aussi des services qui vont se charger de la distribution afin de recenser, de confronter les différentes listes, surtout des personnes qui, dans un premier temps, avaient bénéficié, afin qu'il n'y ait pas de doublons. En plus des kits alimentaires, la Direction de l'Action sociale a remis aux organes d'instruction des cartes d'égalité des chances des outils de gestion pour pouvoir recenser les personnes bénéficiaires. La dette mondiale a explosé à un niveau record au premier trimestre 2020. Elle a connu une modeste hausse de 1 200 milliards de dollars, soit 660 000 milliards de francs CFA, et se situait à fin mars à 258 000 milliards de francs CFA. Avec le coronavirus, les gouvernements et les entreprises ont massivement emprunté. Déjà, à la fin du mois de mars 2020, la dette mondiale a atteint les 331% du produit intérieur brut global. C'est le niveau d'endettement sur PIB le plus élevé qu'on n'a jamais eu dans le monde. L'Afrique est pourtant encore présentée comme le mouton noir du marché international de la dette. Cela lui vaut et à ses entreprises et organisations des taux d'emprunt élevés. Or, elles présentent les ratios moyens de dette les plus faibles. À l'analyse, si l'économie mondiale envisage de se relancer comme par le passé avec le crédit, l'Afrique subsaharienne a le profil pour devenir le prochain
prochain relais de croissance de la dette internationale. Avec des croissances en berne, une reprise économique lente, les marchés matures risquent de connaître des taux bas pour très longtemps. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.